de Cogeco Télévision. Vous savez, à chaque jour, chez nous, la pauvreté fait de nouvelles victimes. Les pertes d'emploi, les difficultés familiales et la maladie font basculer nos vies dans une dure réalité. L'insécurité, la perte d'estime de soi et l'isolement. C'est pourquoi cette année, nous vous ferons découvrir cette dure réalité à travers les histoires de Marc-André, Denise, Julie, Agnès, René. Le Noël du pauvre, le vendredi 6 décembre, n'éliminera pas la pauvreté. Mais à quelques jours de Noël, vos dons pourront redonner de l'espoir à tous ces gens. Découvrez Michel Barrette dans son tout nouveau spectacle. La critique est unanime. Michel Barrette, un fameux conteur. J'ai des lunettes de moto pétées d'en face, j'ai le nez rendu au milieu de la joue, elle me demande c'est pourquoi. Il est un conteur irrésistible. C'est confirmé. Michel Barrette sera en spectacle à la salle J. Antonio Thompson le 17 novembre, 20h. C'est le meilleur conteur. Une invitation de l'Apérade Ford, là où le service passe avant tout. Situé dans l'ancienne boulangerie du village de Saint-Boniface, l'auberge La Boulangère vous accueille dans l'ambiance chaleureuse. On va régler une chose pour commencer, Victor. Il y a quelques semaines de ça, on a reçu ici à cette table Jacques Pelletier, qui a fait un livre fort intéressant sur toi. Vraiment un essai exceptionnel où il dit que c'est le plus grand écrivain. En tout cas, il n'y a pas une qualité au monde que tu n'as pas. Mais, dit-il, lorsque tu écris des téléromans, c'est quelque chose de mineur dans ce que tu fais. J'aimerais que tu nous donnes ta réflexion là-dessus. Ben, je considère pas ça comme mineur, en tout cas pour moi, ne serait-ce que pour le temps qu'on y passe. Je pense pas qu'on y passerait autant de temps si on considérait ça comme un art mineur. Mais c'est certain que la plupart des critiques, j'appelle les critiques littéraires, les chroniqueurs littéraires, ont un point de vue assez péjoratif sur le téléroman et sur ceux qui le font. Mais moi, je considère que le téléroman permet à un auteur, comme moi en tout cas, d'occuper un espace qu'autrement il n'occuperait pas. Moi, je suis du côté de Jean-Paul Sartre qui a dit il faut occuper tous les champs du discours. Et je pense que le téléroman, pour un écrivain, c'est parce que souvent les gens identifient l'écrivain au support livre seulement. Et moi, je trouve que l'écriture du 20e siècle contemporaine a beaucoup changé par rapport à ça. Au 19e siècle, oui, c'était évident que le livre, c'était le livre, mais que l'écriture s'exprimait par le médium livre ou le support livre. Mais maintenant, je trouve que l'écriture peut s'exprimer aussi bien à la télévision. Et moi, ce qui m'a intéressé dans la télévision, c'est d'essayer de voir si on pouvait faire une écriture télévisuelle, dans le sens profond du mot, c'est-à-dire que trouver des images qui sont appropriées pour la télévision, trouver des émotions, des sentiments, parce que ça, à la télévision, évidemment, comme c'est des comédiens qui incarnent un téléroman, donc c'est incarné dans ce sens-là, donc c'est l'émotion qui doit primer. Tandis que dans un roman, vous pouvez faire une grande tirade de 50 pages, si vous voulez, sur la description d'une poignée de porte. Par exemple, ça peut être très valable. M. Proust le fait, M. Mallarmé le fait, puis c'est très beau à lire, c'est très bon. Tandis qu'à la télé, il faut trouver une façon d'écrire qui soit typique de la télévision. Mais est-ce que tu crois réussir à faire passer à la télévision des choses aussi profondes et qui te sont aussi importantes que tu y parviens à travers tes livres? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que quand je regarde les téléromans que j'ai faits, parce que depuis Race de monde qui date de 77 ou 78 jusqu'à maintenant, bon, par exemple, dans Montréal PQ, moi qui étais un téléroman dont je suis très content, je ne sais pas si les gens ont été contents de le voir, moi j'étais content de l'écrire, parce que dans Montréal PQ, il y a eu des choses qu'on n'avait pas faites, ou très rarement dans le téléroman, comme par exemple les rêves. Bon, vous savez, dans un téléroman, généralement, à cause du temps dont on dispose et tout ça, c'est trop coûteux de faire des rêves. Alors, on a plutôt tendance à faire parler les gens, dire, c'est ça à quoi j'ai rêvé cette nuit. Mais dans Montréal PQ, on est arrivé à faire quelque chose où les rêves, on les voyait. Alors, le gars ne se réveillait pas en disant, tabarnouche, as-tu vu à ce que j'ai rêvé? C'est effrayant, mais on voyait le gars en train de rêver ou la fille en train de rêver. Ce qui a donné, je trouve, moi, de très, très belles choses. Quand les gens m'ont dit, même un de mes réalisateurs, il me dit, voyons, on ne peut pas faire un rêve de même. Les gens vont trouver ça irréel, complètement parti, éclaté. Mais j'ai dit, c'est ça un rêve. Quand tu rêves, c'est irréel. Tu rentres dans une surréalité. Et souvent, les gens ont tendance à ne pas voir ça. Et je trouve que c'était très beau. Je me souviens d'un rêve que faisait Victor Thioli à propos de Mme Félix, où c'était complètement parti, et c'était très beau. Je me souviens d'un autre rêve où il y avait même des rats. On voyait des rats parce qu'on avait fait venir des rats en studio pour faire le rêve, et les rats se promenaient partout. Et c'était très beau, très bien réussi, j'aimais ça. Et ça avait un côté, oui, surréel. Et je trouve que la télévision, le problème maintenant, c'est évidemment, on dit toujours avec les compressions, les coupures, on n'a plus les moyens de faire toutes ces choses-là. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire une télévision, un téléroman, qui serait tout à fait actuel, qui parlerait en même temps et du quotidien et de plus que le quotidien, et qui aurait ses images propres.
Mais avec les coupures, on a tendance à revenir au téléroman tel qu'il existait dans les années 50, comme avec La Famille Plouffe. Je trouve qu'il est dommage. Et je pense qu'il y a moyen de faire autre chose, de très vivant. Tu viens de parler de Montréal PQ. On ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec une amie qui t'est chère, Mme Lise Payette, qui, elle, voyait un rôle social au téléroman où elle disait qu'il y avait l'éducation des gens à faire à travers le téléroman. Toi, tu es quelqu'un qui te préoccupe aussi beaucoup du rôle social de l'écrivain, mais je pense que ta réflexion irait dans un autre sens. Oui, mais moi, je trouve que oui, le rôle social de l'écrivain est important dans le téléroman, mais son rôle lyrique l'est autant dans le sens... je dirais global ou profond du terme. C'est-à-dire qu'il faut que la télévision, pour moi, au niveau de l'écriture et de la gestuelle et de la façon que c'est fait, qu'il y ait une musique qui soit propre au téléroman ou à ce médium-là en particulier. Et de sorte que pour moi, c'est très lié. C'est-à-dire que, comme dirait Raoul Duguay, pour moi, le sens et le son, et le son et le sens. Et souvent, je trouve qu'on néglige ça dans les téléromans. Pour moi, le téléroman, ça doit être une écriture d'abord, auquel s'ajoute évidemment l'écriture des comédiens ou la lecture des comédiens, si vous voulez. Bon, Bouscotte. Arrivons-y. Moi, j'ai eu le privilège de voir la première heure et je me suis réjouie, mais vraiment à chaque minute, où on découvre des personnages absolument étonnants. Une forgeronne. On va parler de quelques personnages. Celui de Jean-Louis Millette, celui de la forgeronne, celui de la fêlée du chaudron un peu, parce que c'est un personnage qu'on retrouve souvent dans ce que tu fais. Alors, commençons par la forgeronne. Bon, la forgeronne, c'est-à-dire que, bon, par exemple, j'ai dit, ben, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes maintenant qui font ce qu'on appelait avant des métiers d'hommes, puis qui le font très bien. Bon, il y a des femmes chauffeurs de taxi, il y a des femmes chauffeurs d'autobus, il y a des femmes qui font toutes sortes de jobs comme ça. Et puis, j'ai imaginé dans mon téléroman une fille qui, elle, est costaude, forte, qui n'a pas peur des hommes de ce point de vue-là parce qu'elle est capable de les planter n'importe quel temps, et qui a décidé, elle, d'être forgeronne parce que c'est ça qu'elle aime faire dans la vie. Bon, elle aime ça travailler avec les outils de fer, avec le fer, l'acier, tout ça, tordre ça, et brûler ça, et arranger ça. Puis elle fait de la sculpture aussi. Elle forge des golems, des créatures un peu bizarroïdes. Et puis elle n'a pas de problème avec ça. C'est-à-dire que souvent, les femmes fortes ont tendance à se culpabiliser parce qu'elles sont fortes. Elles sont fortes physiquement, mentalement, puis ça les culpabilise. Mais elle assume ça, sa force. Et d'une façon assez, je trouve, souveraine. Elle tire du poignet. Oui, elle tire du poignet. Du poignet gauche. Oui. Et puis d'ailleurs, hier soir, on avait notre petit party pour Bouscotte, et puis Nancy Gauthier, qui joue la forgeronne, me disait, ben, la dernière fois que j'ai tiré au poignet, c'était en Afrique, il y a 5 ans, il y avait un musulman qui me disait, ah, les femmes, c'est faible, les femmes, c'est des deux de pitch, je peux dire. Elle dit, ben, amène-toi ça, tu vas te montrer ça, moi. Elle dit, devant un paquet d'autres femmes musulmanes, je l'ai cassé au poignet et j'étais très applaudi, parce que ce gars-là, après, il voulait me marier parce qu'il avait été alors, donc, ce personnage-là, oui, je l'aime bien gros parce que c'est un personnage pas courant, c'est sûr, mais qui est très forte et qui l'assume et qui fait des tournois de poignet où elle les casse. D'ailleurs, il y a une Québécoise qui est championne mondiale du tir au poignet. Alors, ça existe. Avant de parler des autres personnages, une chose fait nouveau dans ce que tu écris, tu as des femmes, tu as des personnages de femmes très, très forts là, dans ce téléroman. Ouais, on pense à la femme d'Antoine. La femme d'Antoine Léonie. La mère n'est pas morte, là, puis elle n'est pas en voyage, elle est là. Dans mes autres téléromans, c'est ça, l'image de la femme n'existe pas parce que la plupart des téléromans que j'ai écrits, les femmes étaient mortes. Bon, il n'y a qu'une exception, c'est Madame Félix. Quel problème as-tu avec les personnages de femmes? Ben, j'en ai pas vraiment parce que je trouve que, curieusement, dans les téléromans que j'ai écrits, dans la plupart des téléromans écrits, j'ai écrit des beaux personnages de femmes, comme par exemple le personnage de Mme Félix dans Montréal PQ, je trouve que c'est un beau personnage de femme. C'est une femme forte aussi, c'est elle qui menait toute et qui... bon, donc j'en ai écrit, mais dans Bouscotte, il y a le personnage de Léonie qui est une femme très, je dirais, très moderne, très libérée, parce que son mari a une maîtresse, puis au vu et au su de tout le monde, puis ils vivent quand même ensemble, ils font un mariage de raison ou un couple de raison, et c'est elle qui est vraiment... c'est pas une deux de pique, comme dirait l'autre non plus. Alors, ben, parce que ces femmes-là existent aussi, hein, qu'elles existent à Montréal, existent en région, et c'est en même temps des femmes d'affaires, des femmes de tête et tout ça. Et, bon, il y en a une qui est un peu fêlée, là, encore aussi. Oui, c'est-à-dire c'est la Marie-Victorienne. Bien, évidemment, hein, quand on marie, comme dirait dans l'histoire, un pédaleur de vieux chaudron, c'est-à-dire un brocanteur, qui est en même temps témoin de Jéhovah, bien, déjà, on s'imagine que la pauvre fille, elle doit avoir quelque chose, un problème quelque part. Bon, mais ça, je l'ai fait dans tous mes téléromans. Ça, j'y tiens. Dans tous mes téléromans, depuis Race de Monde, il y a toujours eu une personne un peu
frêlée du Fragile, chaudron, ou oui. fragile, disons plutôt fragile. Bon, dans Race de monde, c'était Colette qui était jouée par Mireille Desglans, qui était paraplégique. Dans Montréal PQ, c'était Orise. Bon, il y en a toujours eu un, bon. Et puis, j'y tiens à ça parce que je trouve que c'est... j'ai regardé le téléroman, parce que je l'ai montré à ma mère, les premiers épisodes, pour voir. Puis ma mère a regardé ça, ce personnage-là. Bon, donc, je me suis inspiré d'une de mes tantes qui était un peu de même, bon, encore plus fragile que ça, je pourrais dire. Puis ma mère a dit curieusement, elle dit, je pense qu'il y en a encore bien du monde de même, qui existent, qui sont comme ça, qui sont très fragiles, qui sont restés avec quelque chose de leur enfance. Le mari est là, ça va, puis le mari s'en va, tout se déglingue. C'est drôle parce que ce personnage-là, je le trouve, moi j'aime bien ça, ce personnage-là aussi, parce que quand son mari est là, elle n'a aucun problème. On pourrait considérer que c'est une fille absolument normale. Elle fait tout dans la maison, elle fait tout à l'extérieur, elle est autonome. Bon. Mais dès que son mari disparaît, tout casse, tout pète, tout brise, et puis, oups, c'est le drame sans nom. Et il y a des gens de même, au fond, ce que j'appelle des dépendants affectifs vis-à-vis une seule personne. Il y en a de même, il y en a plein. Alors moi, je l'écris de cette façon-là parce que je trouve que de cette façon-là, ça les condense toutes dans la même personne. Et puis, ça fait un personnage, je pense, qui est d'ailleurs fabuleusement joué par Christine Bellier. C'est très, très beau, la façon qu'elle a de le... C'est quasiment ma tante. Quand je le vois à la TV, je disais, hey, c'est ma tante où j'allais, ma marraine, qui était tellement empoignée, qu'on arrivait dans la maison, puis dès qu'on touchait une poignée de porte, elle se levait avec un linge pour aller essuyer la poignée de porte, parce que c'était les microbes, c'était les bactéries, c'était les virus, je sais pas trop quoi. Bon, alors sa manie, c'était ça. Dès qu'elle était poignée, elle frottait. Ma tante Alice, chez nous. Bon, arrête de frotter, assis-toi, fais quelque chose. Mais non, dès qu'elle était nerveuse un peu, il fallait qu'elle frotte. Bon. Alors, je me suis inspiré un peu de ça pour ce personnage-là. Alors, Victor Lévy-Beaulieu, merci. Et on va vous présenter, en guise d'avant-goût, quelques images du téléroman Bouscotte qui va prendre l'affiche le 14 janvier à 8 h. Alors, voici la forgeronne dont il était question. Ben, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Pour dégriser quelqu'un d'un coup, il n'y a pas de médecine qui soit plus efficace. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait qu'il mouille de même? Dans ta tête qui mouille puis pas ailleurs. Puis avant que je me fâche pour tout bon, c'est temps que tu le comprennes. Et là? Me semblait bien que c'est encore ça que je verrai à matin. Viens dans la maison, faut que tu te changes. Tu devrais changer le père à la place, ça serait le meilleur profit. Viens-t'en. Un petit lundi tranquille. J'imagine que ça serait trop demandé. Alors voilà, au retour de la pause, un des professeurs les plus appréciés de ses élèves de toute l'histoire de l'Université de Montréal va se joindre à nous, M. Guy Rocher, dans un instant. Devant le Lutrin, et c'est Céline Dion qui lui a remis le trophée. Mais il faut dire que Alanis Morissette a quand même remporté hier le titre de meilleure chanteuse pop-rock devant Céline Dion et celui d'album pop-rock également. Et voilà. Ben, c'est un premier tour d'horizon. Merci, Pierre Bruno. Parfait. On fait une pause et on continue avec les nouvelles locales régionales. OK, tout de suite au retour. Au revoir. Fait qu'on diminue les coûts à ce moment-là. La régie de police Pointe-du-Lac entend la former avec Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe, des localités dont les besoins se ressemblent. L'augmentation de la SQ à Saint-Louis-de-France est de 30 %. Mais il n'est pas question pour le moment de poser un geste aussi radical que Pointe-du-Lac. Ce pas des augmentations que nos citoyens sont capables d'absorber, surtout dans les années difficiles que l'on traverse. Et on ne peut pas rester dans cette situation-là à long terme. Il faut absolument régler ce problème et ramener la stabilité tant à tous les niveaux, tant aux services policiers que dans... Face à sa résistance et en attendant d'avoir sa propre police, Pointe-du-Lac espère que Québec choisira d'alléger sa facture. Louis Cloutier, TVA, Pointe-du-Lac. Une première au Québec, le projet d'un seul corps de police entre plusieurs municipalités du centre Mauricie va se concrétiser. Une décision finale a été prise hier soir suite à de longues négociations. Alors, Aidé Verbeck est en ligne alors que se déroule à Shawinigan une conférence de presse à ce sujet. Alors, Aidé, c'est une entente de dernière minute. Oui, effectivement, Harold, la semaine dernière, la mairesse de Shawinigan, Lise Landry, avait fixé comme date butoir le 27 janvier pour en arriver à une entente.
Alors on a négocié ferme hier toute la journée. On se rappellera que la mairesse avait dit pas d'entente possible si on inclut la question salariale. Alors finalement, on a évacué cette fameuse question salariale. Les négociations ont plutôt porté sur l'amélioration de l'équipement ainsi que sur les horaires. Dans les faits, ça va être quoi? Comment ça va fonctionner? Bon, alors premièrement, avec ce projet, les effectifs de la police de Shawinigan passeront de 37 policiers actuellement à 51, soit une augmentation de 14. Par contre, si le projet avait été abandonné, la ville supprimait 7 postes. Alors cette nouvelle police régionale va desservir 10 municipalités de la MRC, essentiellement rurales donc, qui en comptent 13. Alors Shawinigan et Grand-Mère gardent leur propre police municipale. Ça veut dire qu'il va falloir acheter des véhicules, 5 en tout, parce que le territoire à couvrir est assez vaste. Alors en tout, il y aura 5 équipes de policiers patrouilleurs. Et bon, la date de mise en service de ce projet n'est pas encore fixée, mais on pense que ça se fera probablement avant le printemps. Alors merci pour ces détails et des Verbeek. Bon midi. Merci. TVA a appris que le gouvernement Bouchard s'apprête à annoncer le démantèlement de la Régie de la sécurité dans les sports. La Régie, créée sous René Lévesque en 1979, compte actuellement 25 employés à son siège social de Trois-Rivières. Québec voudrait désormais confier aux différentes fédérations sportives le mandat d'appliquer les normes de sécurité. Le téléphone n'en a plus pour très longtemps à sonner à la Régie de la sécurité dans les sports. De sources extrêmement sûres, nous avons appris en effet que le gouvernement, par mesure d'économie, vient de prendre la décision de démanteler la Régie. C'est la Régie qui est intervenue en 1996, par exemple, pour faire déclarer illégal les combats extrêmes à Kahnawake. La Régie a été créée en 1979. C'était l'époque où hockey rimait avec violence et surtout l'époque où la boxe était laissée à elle-même. L'élément déclencheur avait été ce combat où un boxeur, Cleveland Denny, que l'on voit à gauche de l'écran, est mort des suites des coups qu'il avait reçus. Mais depuis, le Québec est passé du pire au meilleur. C'est la Régie, par exemple, qui a implanté des normes au hockey, le port obligatoire de la visière et du protège-cou, entre autres. Et surtout, contribué à changer complètement les mentalités. Si toi, tu avais le choix de ne pas porter de visière ou de protège-cou, est-ce que tu les porterais ou porterais pas? Je les porterais. Quand même? Oh, ah. Parce que le rondelle, là, t'as pas le temps d'avoir remis. L'idée du gouvernement, c'est de confier aux diverses fédérations sportives, telles qu'elles le réclamaient d'ailleurs, le mandat d'appliquer les normes de sécurité. Mais l'idée ne fait pas que des heureux. Cet expert, par exemple, dans le domaine, est littéralement estomaqué. Je serais extrêmement déçu que le Québec perde cette expertise qu'on a, si vous voulez, développée au cours des années, qui joue un rôle économique, quant à moi, presque indispensable, et qui a le pouvoir, et c'est ça, qui a un certain pouvoir de faire bouger les gens. Autrement, il ne le ferait pas. Selon nos informations, le gouvernement créera une petite unité de 3 ou 4 fonctionnaires à Québec afin de superviser les fédérations sportives, histoire d'éviter tout nouveau dérapage en matière de sécurité. Le démantèlement de la Régie amènera des économies d'environ 1 million par année. C'est une des mesures qui découle de la décision du gouvernement d'éliminer son déficit d'ici 3 ans. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Les dirigeants de l'usine Plancher-Leclerc sont à la recherche d'investisseurs pour tenter de relancer l'entreprise. L'usine de Sainte-Anne-de-la-Pérade a fermé ses portes la semaine dernière. Selon le syndicat, le directeur de l'usine s'est rendu aux États-Unis pour trouver des partenaires prêts à éponger le déficit de 8 millions de dollars. Le syndicat ne connaît pas les résultats de ce voyage. 90 personnes ont perdu leur emploi à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Au Québec, les industries Leclerc emploient 450 personnes. La série Crête se lance dans la production d'un tout nouveau produit pour répondre aux besoins et surtout aux normes du marché japonais. Le bois sera produit au site de Saint-Roch-de-Miquinac. La demande est de 10 millions de pieds. Le bois entrera dans la fabrication de maisons pré-usinées pour une compagnie ontarienne et pour la compagnie Fermco. Il n'y a qu'une seule autre entreprise au Canada qui fabrique ce type de bois. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le 376-8884. Vous êtes de l'extérieur? Alors composez sans frais le 1-888-380-8080. Vous pouvez également utiliser le télécopieur 376-5697. Mais la tempête de neige qui s'est vue au Québec depuis hier soir perd graduellement de son intensité, du moins à Trois-Rivières. Les services de voirie sont à l'œuvre, mais la plupart des routes sont quand même partiellement dégagées. Mais Serge Roux, c'est une toute autre histoire lorsqu'on se dirige dans le secteur de Drummondville. Oui, c'est pas beau du tout, les gens qui auront à circuler vers Drummondville cet après-midi. Entre autres, à la hauteur de Drummondville sur l'autoroute 20.
C'est glacé actuellement. La visibilité va de passable à nul. Transport Québec juge même que la route n'est pas recommandable. Donc, s'il y a des gens qui ont circulé dans le secteur, prévoyez un certain délai parce que la circulation va réellement au ralenti. Entre autres, entre Drummondville et Arthabasca sur l'autoroute 20, c'est glacé. On ne compte plus les sorties de route tellement il y en a. C'est comme ça depuis très tôt ce matin, mais c'est surtout le vent qui s'est mêlé de la partie au cours des dernières minutes qui a compliqué la situation sur l'autoroute. Donc, ce secteur sera au cours des prochaines heures à réévaluer avant vos déplacements. Serge, ici à Trois-Rivières, c'est le calme après la tempête. Oui, et ça va relativement bien. Les équipes de déblaiement ont fait leur travail depuis très tôt la nuit dernière. Il faut dire que la tempête était prévue. On attendait une vingtaine de centimètres, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Une dizaine maximum ont été reçus, tout dépendant des secteurs en Mauricie. Pour ce qui est des axes routiers, la 55 de Trois-Rivières vers Grand-Mère, ça circule bien. C'était enneigé ce matin. Il y a un bon travail qui a été fait au cours de l'avant-midi. Les abrasifs avec le soleil au cours des dernières minutes ont permis à la surface qui recouvrait la chaussée, la fine surface de neige, de fondre carrément. Donc, c'est détrempé comme chaussée. Même chose pour l'autoroute 40 en direction de Québec. Est-ce qu'on signale quand même des accidents? Oui, au niveau des... en milieu urbain, là, Trois-Rivières, il y a 6 accidents ce matin. Trois-Rivières-Ouest, 2. Cap-de-la-Madeleine, aucun. Et plusieurs sorties de route sur les axes routiers à l'extérieur des centres urbains. Les territoires de la Sûreté du Québec signalent plusieurs sorties de route, mais rien de très grave cependant, et heureusement. Oui, heureusement. Alors, merci de toutes ces précisions, Serge. Bonne journée. Au revoir. Une quinzaine de bovins sont toujours exposés au grand froid chez un éleveur de Saint-Sever dont l'étable s'est effondrée mercredi dernier sous l'effet combiné des vents et du verglas. Monsieur Guy Mallette espère toujours une conclusion satisfaisante avec son assureur qui refuse de reconnaître en entier la responsabilité de ce genre de sinistre. En attendant, l'éleveur a pu au moins trouver dans le voisinage un endroit où héberger ses bêtes sur le point de mettre bas. Au sport, on va revenir aux Canadiens de Montréal et surtout aux autres rencontres qui ont été disputées hier dans la Ligue nationale de hockey. Les Canadiens amorceront donc un séjour de 2 parties en 3 jours en Floride, en commençant par un match face aux puissants Panthers, 3e au classement général. Jeudi soir, le tricolore sera à Tampa Bay. D'ailleurs, le Lightning jouait hier face aux Sénateurs d'Ottawa. Surprise, les Sénateurs ont gagné 5-3, dirigés à l'attaque par 2 buts d'Alexei Yashin et une récolte d'1 but 2 passes de Daniel Alfredson. Avec cette victoire, les Sénateurs quittaient la cave de la Ligue nationale et laissaient le tout dernier rang à leurs voisins ontariens, les Maple Leafs de Toronto. Les Leafs se sont butés à Craig Billington, toujours excellent, en relève de Patrick Roy, blessé à un pouce. Claude Lemieux a inscrit son premier but de la saison en toute fin de match et Colorado l'a emporté 5-2. L'Avalanche, la meilleure équipe, contre Toronto, la pire. Ailleurs, Anaheim a surpris Saint-Louis 4-1, tandis que Dallas disposait facilement de Los Angeles 7-2. Ulf Dahlen, récemment acquis de San Jose, a rapporté des dividendes immédiats en marquant le but décisif dans ce gain des Hawks 2-1 sur les Rangers. Tandis que de l'autre côté de cette transaction, le gardien Ed Belfour a perdu son premier match pour les Sharks, battus 5-2 par Vancouver. Et la plus petite ville faisant partie du football américain, Green Bay, Wisconsin, vibrait pour ses champions hier. Les Packers, récents champions du Super Bowl, ont été célébrés par des milliers de supporters ravis. Dans le stade Lambeau Field, ils étaient 60 000 pour acclamer l'équipe qui ramenait le fameux trophée Vince Lombardi après une absence de 29 ans dans ce coin du Midwest américain. Par opposition, il n'y avait qu'une centaine de personnes pour accueillir les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, de retour de la Nouvelle-Orléans. Triste sort pour ceux qui ont tout de même fait belle figure dans cette grande finale. À la météo, maintenant, la tempête va ralentir graduellement pour laisser place à du temps froid. Alors, cet après-midi, on prévoit que la neige va cesser après une accumulation entre 15 et 20 cm. Il y aura un dégagement par la suite, maximum entre moins 4 et moins 9 degrés. La nuit prochaine, des passages nuageux, ce sera froid, minimum de moins 22 à moins 24. Et demain, mercredi, du soleil et des nuages, maximum entre moins 17 et moins 24. Voilà qui complète nos informations. Ne manquez pas notre prochain bulletin 18h. Ici, Harold Gagné, au nom de toute l'équipe de CHEM. Bon après-midi. Pardon, mais vous pensez que votre rasoir jetable rase aussi confortablement que son Sensor Excel de Gillette? Oui. Essayez le Sensor Excel. Vous changerez d'idée. Après un seul rasage, nous parions que vous ne reviendrez pas au jetable. Seul le Sensor Excel a des lamelles flexibles protectrices offrant plus de confort et des lames autoréglables ultra précises. Ce que les jetables n'ont pas. Et il permet plus de rasage par lame que tout rasoir jetable. Excuse-moi. Relevez le défi Sensor Excel. Nous parions que vous ne reviendrez pas au jetable. Hey, rends-moi mon Sensor Excel maintenant. Hey, hey!
Ford a toujours été reconnu pour l'originalité de ses idées. Des idées qui reflètent vos besoins. Voilà pourquoi nous vous offrons maintenant la Ford Taurus 1997, en version berline ou familiale, à un seul et même prix, pour que vous puissiez choisir selon vos besoins. Ford Taurus 1997, entièrement faite d'audace et d'acier. Ça, c'est un panier robuste. Et c'est probablement le panier le plus robuste au monde parce que ça, c'est un panier métro. Un panier qui est capable d'en prendre des super pommes. Cette semaine, en super vente chez Métro, beefsteak de ronde bœuf mérite 1,79 $ la livre. Pommes de terre du Québec, 1,49 $ le sac de 20 livres. Jus de tomate Heinz, 3 boîtes de 540 ml pour 99 cents ou 33 cents l'unité. C'est vrai que ce panier-là est solide, hein? Ah oui, puis c'est idéal pour les super ventes, puis c'est extrêmement logeable, ça, regardez. Vous êtes à la recherche d'un logement? Les habitations populaires Desjardins ont ce qu'il vous faut. Organisme à but non lucratif, les habitations populaires Desjardins comptent près d'1 millier de logements. Ils sont donc en mesure de vous aider à dénicher l'appartement de vos rêves. Alors, si vous êtes à la recherche d'un logement, communiquez sans tarder avec nos agents de location. Ils se feront un plaisir de vous faire visiter nos logements disponibles et de trouver celui qui conviendra le mieux à vos besoins et à votre budget. Les habitations populaires Desjardins, une équipe de professionnels à votre service. Quand les vacances se lèvent sur le Québec, c'est au village vacances que tout le monde pense. Au village des sports. Chaque hiver, des centaines de milliers de Québécois visitent le village des sports de Valcartier. Le plus grand centre de jeux d'hiver en Amérique. Il y a le rafting sur neige, les glissades, les carrioles, les traîneaux à chiens et beaucoup d'animations. À 20 minutes de Québec, le nouveau village vacances. Jérôme, puis que j'amène Nanette. Je compte sur toi, Noëlla, pour prendre soin de la maison. Je t'en confie la garde. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Garder une maison. J'ai compris. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à te dire. Pars tranquille, Aurélie. Jimmy ne remettra pas les pieds ici. C'est tout ce que je veux. Les belles histoires des pays d'en haut. Le choix. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Hey, c'est quand tu fais, toi? C'est moi qui me l'ai pas pris. Ah, ta machine a pris. Tiens. Quelle heure qu'il est, donc, là? Il passe 10 heures. Hé, Clandac, c'est tard. Par chance que le président m'a donné mon avant-midi. Dieu, je suis bien cernée. Tu trouves pas, Nanette? Pas tant que ça. Oh, attendez que je me fasse une beauté. Je serai une autre, Noëlla. Vous travaillez toujours à la même place? Oui, la plus grosse manufacture de chaussures de Montréal. Mais je trouve que le président est un peu jeune. 30 ans. C'est pas ça, c'est ton âge. Ça serait un bon parti pour toi, ça. Un bon parti. Que tu me fais rire, Nanette. Ah non, le président est trop jeune, arrogant, collet monté. Il demeure dans Westmount, ma chère. Il faut dire que les Anglais sont ses plus gros clients. Un opportuniste, le président. Vous aimeriez mieux avoir un boss comme le boss René? Oui, monsieur. Un homme rassis, tout blanc, le dos courbé, les mains tremblantes. Parlez-moi de ça. Klondike, Aurélie est intelligente. Elle se plaint pas non plus. Je sais pas si le boss René va donner une vacance à mon vidéo. Cet enfant, il le mérite bien. Eh ben oui, beau-père. 5 jours, après tout, c'est pas long. Ah, il y a un grand défaut, mon vidéo. Pas possible. Ben oui, mademoiselle. Il travaille trop, il se donne trop, il tient ça de la loge. Vous savez bien qu'un homme tendre comme le boss René ne peut pas refuser à votre garçon d'aller à la pêche. Un vieillard refuse jamais rien. Si vous lisez ça dans tous les romans, vous voyez ça dans toutes les pièces de théâtre. Ah, ça se dit tout seul. Ah oui, je reviendrai pas dîner, Nanette. Compris. Va-t-on venir souper? Ah, je ne sais pas. Je peux travailler jusqu'à 11 h ce soir.
Travailler, travailler. Klondike que c'est beau, la vie. Je te dis que t'aimes ça, toi, Artémise, travailler le métier. Cher amour, c'est pas d'aujourd'hui. J'étais haute de même quand ma mère m'a montré tout ce qu'on peut faire avec un métier. Fait qu'aujourd'hui, ben, je le connais pas mal, hein? Ah, je vois bien ça. Surtout que c'est le métier que j'avais quand j'étais fille. Ah ben, tout ici t'appartient. Nous appartient. T'as compris, Alexis? J'ai dit nous. Je te dis que t'as le tour avec moi, toi. Je fais mon possible. Ouais, ben je me demande si Bidou va pouvoir venir à la pêche à l'ouverture du club. Dans une semaine, il pourra plus venir. Montes-tu au village aujourd'hui? Oh, pas par exprès, mais si t'as des effets à acheter, je peux bien y aller. J'en ai pas mal. En même temps, tu pourrais passer au bureau de poste. Ça se peut que t'aies une lettre de Bidou. Sacré Bidou. S'il aime la ville, à ce temps-ci de l'année, au printemps, la démangeaison de la pêche doit leur prendre. Elle t'a invité avec sa femme? Ben oui, rapport que toi, tu viens avec moi. Deux beaux couples. Alors, j'espère qu'il va pouvoir venir. Et boula noir qu'on va faire un beau voyage. De la rouge puis de la grise. Je te dis, on est bon pour 200 livres de truite. D'où Jésus, Alexis, on va pouvoir nourrir toute la paroisse. Et après, c'est permis par le gouvernement, il n'y a pas de limite. Entrez! Oh, crie pas comme ça, Alexis. T'as vu rendu aussi féroce que Séraphin. Entrez! Ah ben, boula noir, mon cher ami Séraphin. Viens t'assis. Je Demis. Toi, cousin. Pas te déranger, je sais que tu travailles fort. Alors, commence pas à me faire endever, toi, parce que tu vas sortir. Ça te ferait de la peine. Tu m'haïs pas, dans le fond. La haine? Mon mari connaît pas ça. T'es jamais haï, Séraphin. On l'a souvent bataillé ensemble, mais je vais pas tranquille. Moi non plus. Hein? Non, c'est... Oui, mon cher. T'as toujours la carte de ton club au lac Manitou? Ben, certain. Tiens, je vais te montrer ça. Je viens pas en école ni fleur, là. Je sais. Tiens. On regarde ça ensemble. Dis-nous. Ah, ici, t'as le Grand Lac Manitou. Il y a 2000 $. Ouais, ben, 2000 de chevreux. Ben, si tu veux, 2000 et demi, t'as 3 petits lacs. Puis des rôdes de bon. Bonté de truites rouges d'un livre. Ah, il y en a de 3 livres, mais des vieilles. Les vieilles, elles veulent pas mordre. T'aimes mieux les jeunes? Ben, tu me connais, Artémise. Les jeunes, ça gigote, la chair est plus ferme. J'ai compris. Moi et tout. Non, d'après ce que je peux voir, là, t'as bien proche 4000 carrés là-dedans, toi. En plein ça. T'as l'œil comme un compas, toi. T'es chanceux. Mais dis donc, Séraphin, pourquoi c'est faire? Tu voulais avoir la carte. T'aurais pas l'intention de me donner une jambette? Ça va toujours soupçonneux, toi, Alexis. Corrige-toi donc ça. C'est là. Je veux rien que savoir si t'as toujours ton club. Ah non, je l'ai plus. Tiens, la chienne, quoi c'est que tu me comptes? Là, c'est pas à toi, le club? Non, je l'ai vendu l'hiver dernier à des dos de la ville. Des Anglais de Montréal, puis des Canadiens et tout. Ça s'appelle le Club des 13. Ah, v'là une bonne. Ah, vous direz pas, cousin, que mon Alexis est pas smart. Ouais, c'est vrai, tu me l'as pas dit? Ben, me racontes-tu toutes tes affaires, quoi? Prends-tu encore pour un enfant qui marche au catéchisme? Je comprends bien, là. Tu trouves le gardien du club? Ouais, gardien. J'ai le droit. Oui, l'habitant, ça fait curieux. Et toi? Toi et tout, t'es habitant, puis tu prêtes à tout à chacun. T'es bien plus prêteux qu'habitant. Il y en a qui sont journaliers, Basile les menuisiers, ben moi je suis gardien. Ça te dérange? Bonne mienne. Tiens, rien que pour te prouver que je t'haïs pas, Séraphin, je t'invite à venir au Club des 13.
Non. On part dans 3 jours, puis le voyage va durer 5 jours. Là, j'ai d'autres choses à faire que tenir un manche de ligne puis regarder un bouchon calé. Faites-moi pas avec de la pêche. Vous avez tort, cousin. Ça ferait du bien de vous divertir. Amenez donc Donalda. Ah, j'ai pas de temps. Ben, c'est bien de valeur parce que tu ferais un beau voyage. Puis avec ton beau-frère Bidou, à part ça. Oh, ben ça, c'est bien. Dis-moi pas que Bidou va laisser sa place à la confiserie à Montréal pour aller à la pêche. Ah, ça m'en a tout l'air. Bidou à la pêche? Oh, ben ça, c'est le monde à l'envers. Bidou! Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus... Oui, monsieur Laloge? Excusez-moi de vous déranger, hein. Il y a quelque chose qui va pas dans l'entrepôt? Ah non, non, boss, non. D'abord, je voudrais savoir si vous êtes toujours satisfait de moi. Si je l'étais pas, je vous le dirais. D'ailleurs, mademoiselle Oribi sait parfaitement que j'ai rien à dire sur votre conduite, du moins depuis quelque temps. C'est vrai? Bon, ben, imaginez-vous que je viens de recevoir une lettre de mon ami Alexis qui m'invite à son club de pêche d'un pays d'en haut. Vraiment? Ouais. Ça fait que je me demandais si vous pourriez pas me donner une petite vacance. Si je la mérite, comme de raison. Combien de jours? Ah, ben, disons, 5 jours à partir de demain matin. 5 jours? Oh là. Vous devez savoir, monsieur Laloge, que ma confiserie est en pleine production. Surtout que j'ai lancé sur le marché des bonbons de foire. Je vous ai nommé contremaître. Vous pouvez difficilement vous absenter. Ouais, je comprends ça, boss. Alors, je dis pas qu'au cours de l'été, ouais, je pourrais, à la rigueur, vous accorder 3 jours de vacances, pas payés. Oui, mais c'est rapport que l'été, la truite a mort moins. Je vous en rapporterai de la belle, hein, de la rouge puis de la grise, hein, masse. Je vous en donnerai toutes. Vous êtes bien aimable. Mais vous comprenez, moi, la pêche, j'aime ça comme un fou. Revoir la nature. Je crois que vous vous ennuyez à Montréal. Non, au contraire, j'ai tout fait pour venir rester par ici. Surtout travailler pour vous. Non, c'est pas ça. Non, c'est pour pas déplaire à mon ami Alexis qui m'a invité. Et puis, à part de ça, il a besoin de moi pour peinturer les chaloupes de son club de pêche. Ouais. Eh bien, je ne peux pas, réellement pas, vous accorder cette vacance. Bon, ben, dans ce cas-là, merci, laissons faire. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Mais, vous, c'est bien beau, vivre à Montréal, travailler dans une confiserie, mais...